Alors tout d'abord, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur Auris. Donc Auris qui est un outil qui va vous permettre d'augmenter l'intelligence des designs routiers qui peuvent être réalisés. Cette solution vous est aujourd'hui présentée par Arcan Systems et on va rentrer plus en détail sur ce que peut faire Auris dans tout ce qui est optimisation des performances environnementales et coûts des conceptions routières. Donc, cet outil permet de combiner les éléments qu'on peut récupérer tant en géolocalisation qu'en connaissance des matériaux, et tout ça adossé à l'expertise que peuvent avoir les gens et les outils que nous utilisons aujourd'hui en dimensionnement de chaussée, vont permettre d'avoir des maquettes routières plus intelligentes. Donc, ce webinaire va être animé par Renaud et moi-même. Donc, je m'appelle Nolwenn Lancien, je suis la responsable technique infrastructure d'Arcan Systems France. Et notre travail consiste à la digitalisation de la construction et des infrastructures. Alors, ça passe par l'utilisation de solutions logicielles, mais aussi et surtout par les services qui y sont associés pour vous accompagner dans la transition numérique, et ce, vraiment sur chaque phase de projet. Quand je dis chaque phase, c'est évidemment en phase de conception, notamment avec les outils qui nous permettent aujourd'hui de faire du BIM de manière beaucoup plus accessible, mais aussi le suivi de l'information tant en construction qu'en phase d'exploitation-maintenance, parce que c'est bien le suivi de cette information qui nous permet de gérer les choses avec une meilleure gestion des données. Merci Nolwenn. Bonjour à tous, Renaud de Montaignac. Je suis chef de projet en innovation au centre de recherche de Lafarge-Holcim, avec comme principal sujet d'attention comment partager ou mettre en valeur la connaissance des matériaux pour mieux préparer nos projets. Et à travers ça, une vision un peu globale et large de l'ingénierie routière à l'ingénierie des matériaux, pour avoir une combinaison qui permette une meilleure optimisation et un peu réinventer la route. On va commencer le webinaire par un petit sondage. Donc, si vous pouvez vous connecter à l'aide de votre téléphone ou sur Internet à l'adresse www.menti.com, vous entrez le code suivant 6309 42 0. 6309 42 0. Voilà, on a deux questions. Les réponses seront utilisées dans le fil du webinaire. La première question porte sur votre activité principalement, c'est-à-dire est-ce que votre activité s'articule plutôt sur des projets Greenfield de création de nouveaux tronçons routiers, plutôt en réponse 2 sur des Yellowfield, qui est de la modification de projets existants ou d'évolution de projets existants, de routes existantes, et la réponse numéro 3 qui est le Brownfield, où on est dans la réhabilitation de routes existantes. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour vous connecter et répondre à cette première question. La deuxième question, c'est donc quand vous préparez ou vous travaillez sur un projet routier, quels sont les critères les plus différenciants qui, selon vous, vous amènent à prendre vos décisions? C'est un critère, vous pouvez les classer par ordre de priorité, coût de construction, l'empreinte carbone ou l'empreinte environnementale, la durabilité de l'infrastructure ou la consommation de ressources et de matières premières. Pendant que vous terminez de répondre, je propose qu'on commence à remettre le contexte de la route un peu dans son ensemble. Échappé à personne qui est venu en bus, en voiture ou en vélo ce matin. On emprunte des routes constamment. C'est environ 500 milliards d'investissements annuels dans le monde, soit sur de la construction neuve ou de la maintenance de routes. C'est environ 700 000 kilomètres de nouvelles voies qui sont construites chaque année, ce qui fait que c'est un des biens communs, biens publics, les plus importants pour tous les gouvernements et pour le développement économique. Et pour eux-mêmes, c'est environ 1% du PIB
dans de nouvelles routes. Une des particularités de la route dans notre écosystème de la construction, c'est que c'est énormément un consommateur de matériaux. Donc, pour 1 kilomètre d'autoroute, si on prend une autoroute 2 fois 2 voies, la consommation, c'est environ 40 000 tonnes de matériaux dans la structure de chaussée elle-même. Des émissions pour la construction de l'ordre de 1300 tonnes de CO2. Et ce matériau dans la structure de chaussée a un impact direct sur le coût du projet de l'ordre de 25 à 40%, ce qui est colossal. Juste en termes d'ordre de grandeur, pour bien se rendre compte de cette consommation matériaux, si vous prenez un gros hôpital dans votre région, vous voyez la taille de ce bâtiment, c'est environ 40 000 tonnes de matériaux, donc c'est environ 1 kilomètre d'autoroute. Voilà, juste pour vous donner un ordre de grandeur, à quel point un projet de 25 km d'autoroute, c'est consommateur en matériaux. Justement, en parlant des projets, on va regarder la réponse à la première question qui était est-ce qu'on est plutôt sur du projet neuf de l'élargissement ou de la réhabilitation? Donc, une répartition assez importante, mais quand même beaucoup de nouvelles routes. Voilà, et puis dans l'ordre finalement, les extensions, élargissements et réhabilitation. Dans la gestion d'un projet, quelle que soit la situation, on a toujours une organisation de l'écosystème qui se présente un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a un monde à gauche qui est de la préparation des projets, du dimensionnement, avec des bureaux d'études, des financeurs, des autorités routières. Et puis, au niveau de l'exécution, la construction, avec l'entreprise générale, des sous-traitants, des équipementiers, des fournisseurs de matériaux, qui, eux, se rapprochent vraiment de la route en elle-même, et on voit cette structure de chaussée et les couches de matériaux. Entre les deux, un appel d'offres public qui structure finalement le flux de l'information entre cette étape de dimensionnement et d'exécution. Ce qu'on constate, trois choses. La première, c'est qu'on fait ces étapes de dimensionnement très tôt dans la chaîne, et pourtant l'impact de ces décisions-là est très important sur le projet. On a un impact sur le coût de la construction. Donc on a vu, hein, les matériaux, c'est 25 à 40%, mais le choix du design, lui, va impacter aussi la mise en œuvre, la logistique, l'organisation, la planification. Donc l'impact sur le coût global est sur 60% du coût. Et les émissions de CO2 à la construction, environ 85% de ces émissions sont aussi induites par ces choix au départ. Ce qu'on observe aussi, c'est une chaîne de valeur très fragmentée. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'acteurs, et notamment un appel d'offres public et donc ce règlement des marchés publics qui fait que l'information qui passe à travers cette muraille de Chine, elle est contrôlée et limitée par rapport à toute l'information qui est exploitée, utilisée en amont et en aval. Ce qui fait le troisième point, qu'on a un écart de connaissances au niveau de la matériau et du contexte des matériaux. Les fournisseurs de matériaux ou les entreprises de construction ont une connaissance du contexte qui n'est pas accessible aux designers, au niveau des prix, au niveau de la qualité des produits, la logistique, les émissions, qui fait qu'on prend une décision un peu avec une connaissance limitée, qui amène à faire des routes qu'on peut appeler non optimisées, mais pas la meilleure solution dans le contexte donné, qu'on a évalué autour de 15% par analyse. On est autour de 15% de surcoût lié à cette absence de connaissance. Et un cycle de vie qu'on maîtrise aussi pas forcément bien. Nolwenn, je pense que tu vas parler un peu du cycle de l'information, justement. Tout à fait. Donc, en fait, on a bien noté que, on en a parlé dès l'intro, l'information telle qu'elle va être générée au démarrage, elle va influencer tout le cycle de vie du projet. Donc, dans la partie design routier, en général, ce que fait un ingénieur chaussée, c'est de commencer par ouvrir le catalogue 98 des chaussées françaises et d'identifier en fonction des trafics qu'il a en stade très très amont, hein, qui sont assez évolutifs, notamment lors des programmations de projets, en fonction du trafic, du type de plateforme de terrassement qu'on aura en dessous, d'avoir un premier jet sur les scénarios de chaussées qui peuvent exister. Donc là, on est vraiment aux prémices du design.
Derrière, cette information, elle va être suivie parce que les gens vont venir recalculer, chercher à optimiser les épaisseurs de chaussée et s'assurer que cette structure, elle est performante vis-à-vis des KPIs qui sont attendus en opération maintenance, vis-à-vis du gel, vis-à-vis du trafic. Donc là, vous rentrez dans des logiciels calculatoires pour s'en assurer. Mais toute cette phase de conception où l'information elle est décidée, eh ben, elle va impacter la manière dont la construction va être réalisée, comment on va maîtriser l'approvisionnement des matériaux par rapport aux centrales, aux carrières qui sont environnantes. Et de la même manière, cette information, si en amont, elle a été euh, projetée sur les 20, 30 années de dimensionnement, mais beaucoup plus, on le sait que les autoroutes françaises, elles sont on parle de la France, mais c'est une solution qui peut s'exporter. Mais les autoroutes, on ne vient pas les retravailler quotidiennement. Il y a une gêne aux usagers qui fait que si on arrive à mieux prévoir les entretiens, on aura une maintenance potentiellement prédictive et on anticipera les différents usages qui sont clés dans l'exploitation maintenance. Et c'est bien pour ça qu'on vous présente tout ce cycle pour vous dire que l'information initiale, elle est dupliquée au centuple en phase d'opération maintenance. Donc, quelques mots sur Auris en tant que solution, donc, plateforme digitale des matériaux dédiée à la route. C'est comment on vient combler cet écart de connaissance des matériaux pour le rendre accessible à l'ensemble de l'écosystème. Trois principaux piliers pour représenter ça. Le premier, c'est la base de connaissances. C'est quel est le contexte de matériaux autour de mon projet, où sont les ressources, quels sont les produits disponibles et quelle quantité. Le second dimension, c'est quel est mon contexte normatif et les calculs. Donc, c'est tout un ensemble à la fois d'intelligence artificielle et d'algorithmes sur les normes de construction, les normes de calcul et les catalogues de chaussées, par exemple. Et la troisième dimension, c'est le mode plateforme et l'échange d'informations sécurisées, parce que tout le monde veut être en confiance quand il utilise ce type de solution. Donc, pour ça, on travaille avec IBM, pour ceux qui l'ont vu passer l'information, pour sécuriser cette information et s'assurer que la confiance à apporter dans ce système-là. Trois dimensions qui pourront nous permettre de comparer des solutions techniques en termes de structure de chaussée selon plusieurs dimensions. Donc, on va regarder tout de suite les dimensions et les critères qui vous paraissent les plus importants quand on fait ces analyses avec le résultat du sondage, la deuxième question au sondage, qui était donc de classer dans l'ordre sans surprise, le coût de construction reste le critère prépondérant et le plus important. On aperçoit que l'analyse de cycle de vie et l'impact sur le long terme et vient en seconde place. Ensuite, l'impact environnemental et l'empreinte carbone de mon projet, pour finir avec la consommation de ressources. Donc, merci pour ces réponses. Le positionnement, la fonctionnalité principale d'Auris, c'est justement de permettre de dire je suis dans un cas de projet défini, de trafic, de conditions de plateforme. Quelles sont les différentes solutions de structure de chaussée qui sont accessibles et fonctionnelles pour mon projet, et je veux pouvoir les comparer dans toutes les dimensions pour ne pas me concentrer uniquement sur un impact coût et négliger le reste. Donc, on apporte finalement une analyse dans 4 dimensions. La partie budget, quel est le coût de construction, le coût d'approvisionnement en matériaux, les coûts de logistique, un impact environnemental, quelle est l'empreinte carbone de la construction, mais aussi comment le choix de mon design peut impacter les émissions en phase d'exploitation sur différentes composantes, l'albédo, la consommation des véhicules et d'autres. L'impact sur le cycle de vie, la durabilité de mon infrastructure, comment je peux anticiper le vieillissement des couches de chaussée et comment je peux anticiper les activités d'entretien. Et quatrième dimension, partie ressources naturelles, quelles sont les ressources disponibles localement autour de mon projet, quelle est la quantité de matériaux que je peux, qui sera recyclée,
à la fin de mon projet, ou quelle est la quantité de matériaux recyclés que je peux utiliser pour ma structure proprement dite, et plus globalement, quelle est la quantité de ressources naturelles nouvelles que je vais devoir exploiter en fonction de ma décision et de la structure de chaussée que je choisis. Un exemple, juste pour mettre ça en chiffres, qu'on a fait l'année dernière. Donc, c'était un propriétaire de route privée qui reconstruisait une route pour 10 ans et qui s'apprêtait à construire la route comme il le faisait toujours. Et donc, on a eu l'opportunité de le rencontrer, de proposer différentes solutions techniques en termes de structure de chaussée qui étaient cohérentes avec son besoin, et on a fait l'analyse. Ce qu'on a observé, c'est qu'on était en mesure de réduire son coût de construction de l'ordre de 30%, et ça se répartissait de la manière suivante: un énorme impact par la logistique, en vraiment cherchant à s'approvisionner plus proche de son chantier. Réduisait son coût aussi, et des activités de maintenance légèrement réduites. Voilà ce que permet de faire sur la partie coût. En ayant les 4 dimensions en parallèle, on est capable de vraiment mesurer son impact global, multidimensionnel, dans cette prise de décision-là. Du coup, on parle d'Horis, mais Horis, c'est bien une base de données qui a besoin de se connecter à des éléments de design. Et c'est là que Civil 3D, donc, qui est un logiciel de conception d'infrastructures linéaires, entre en jeu. Donc, ce logiciel, il est bien dédié à la conception, et sur les aspects BIM, en fait, ça permet d'accroître et d'améliorer les échanges de données entre les équipes, ce qui permet notamment d'avoir un gain de temps, nécessairement d'argent, sur les maquettes d'infralinéaires qui peuvent être générées. Donc, l'objet de ce webinaire n'est absolument pas de rentrer dans le détail de ce que fait Civil 3D. En revanche, on va revenir un petit peu sur les éléments clés de Civil qui permettent de nourrir Horis. Donc, cette fois, on va voir si… Ah oui, la vidéo est bien plus coopérative. Donc là, vous avez l'interface Civil 3D qui vous est présentée. Vous voyez, donc je vais revenir un tout petit peu en arrière, vous voyez ici un certain nombre de points qui sont en fait des points topo qu'on est venu mettre sur le démarrage de projet. Et la carte que vous voyez, c'est une carte de courbe de niveau. Cette carte, on peut tout à fait venir lui ajouter une carte de vue aérienne par-dessus. Et là, vous sentez tout de suite que on parle d'infralinéaire, on parle de géolocalisation, de géoréférencement, et c'est fondamental d'avoir ces aspects-là, surtout quand on traite des objets, des ouvrages qui font plusieurs centaines de kilomètres. Ce projet-là, une fois que vous avez vos points topo, vous allez générer un axe à partir de celui-ci. Et cet axe, derrière, il va, donc là, qui suit un modèle de route existant, mais ça peut être aussi dans un cas d'un nouveau projet. Cet axe, après, il va vous permettre de récupérer un profil en long de la surface du terrain. Donc, vous avez votre terrain naturel qui va être délimité, et donc vous allez pouvoir utiliser comme première brique. Donc là, vous voyez le profil en long qui apparaît. On a enlevé la carte pour une meilleure visibilité. Donc, ce profil en long qui suit le TN, vous allez ensuite venir tracer votre axe projet, votre fil rouge, la cote où vous aurez votre altimétrie de voirie associée. Et donc là, un autre point intéressant, c'est-à-dire que quand vous commencez à travailler en Z, vous savez aussi bien que moi qu'une chaussée, soit on peut venir la poser sur la plateforme, soit il va falloir venir rogner un petit peu, parce que par exemple, vous passez sous un gabarit de pont, vous avez des contraintes par rapport à vos barrières de glissement sur le côté, et vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez en altimétrie. Et donc, tout ça aussi, dès que vous l'utilisez dans Civil 3D, c'est des informations que vous avez, qui sont stockées dans la maquette et que vous pouvez réemployer. Une fois que votre axe, votre profil en long, votre code projet est défini, vous allez passer à l'aspect profil type, profil en travers. Et donc là, vous avez vos routes, vous pouvez récupérer un profil en travers standard. Donc là, vous voyez qu'on définit l'axe médian et on vient chercher dans les données, dans la base de données, une structure, mais une structure que je dirais pour le moment standard.
Et c'est là où toute l'ingénierie d'Oris entre en action, c'est-à-dire que vous allez passer de votre structure standard à une structure que vous allez itérer, où vous allez faire plusieurs scénarios pour pouvoir en proposer une plus optimisée et que vous allez ensuite venir exporter sur votre projet. En fait, en très peu de temps, vous allez avoir une multitude de scénarios possibles pour venir vous questionner sur qu'est-ce qui sera le plus performant sur mon projet. Donc là, vous voyez, on est en train de générer le projet 3D. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'axe, le profil en haut, la projet, le profil type, cet ensemble d'éléments vous permet de générer le projet 3D. Et donc là, vous avez une vue isométrique de ce à quoi ça ressemble. Et donc, Civil 3D, en ayant dès le début sollicité les aspects de géoréférencement, d'altimétrie, de type de matériaux, et de type de plateforme, tous ces éléments, vous verrez plus tard, ce sont des éléments qui vont venir nourrir Oris pour permettre d'avoir une analyse et après un comparatif des différents types de structures de chaussée que vous voudrez utiliser. Donc, si je résume en synthèse, comment on augmente l'intelligence des designs routiers? C'est bien en intégrant les aspects de géolocalisation et de type de matériaux que vous retrouvez dans l'outil de conception de projet linéaire. Et après, vous allez utiliser le connecteur qui va venir faire discuter finalement Civil et Oris. Et ensuite, Oris, il va, en ayant été nourri par les informations clés que vous aurez mis dans Civil, il va pouvoir vous proposer des designs de chaussées tout en prenant en compte les zones d'approvisionnement qui sont dans votre environnement projet. Et donc ça va vous permettre après, avec l'algorithme qui tourne derrière, d'avoir un calcul de coût comparé et d'avoir une valorisation de l'empreinte carbone du projet. Et ensuite, ces informations, elles sont réimportées dans Civil via un système de rapport que vous allez voir très rapidement. Donc, le workflow, création du design en Civil 3D, utilisation du connecteur Civil to Oris qui va permettre du coup à Oris de lancer ses itérations avec sa base de données de sourcing de matériaux. Et vous allez donc avoir un design proposé qui sera optimisé. Et c'est comme ça que votre projet, il sera mieux intégré dans son environnement parce qu'il ira chercher les matériaux au plus proche, il proposera des variantes qui jusqu'à maintenant sont encore pas suffisamment accessibles. Et donc Oris rend les choses accessibles. Ça, c'est des captures d'écran de l'interface. On va regarder une démo complète sur un projet routier. Donc, vous êtes dans l'interface de Civil. Votre projet est visible devant vous. Il y a un bouton qui va s'ajouter dans la barre d'outils quand vous aurez installé le plugin qui permet d'ouvrir ce volet dans lequel on vient choisir le projet, l'axe de travail et la région de cet axe sur lequel on veut faire l'analyse. On envoie ensuite l'information vers Oris qui la lit et qui permet de rentrer, de raffiner les données d'entrée que l'on veut analyser, c'est-à-dire que ça va donner la longueur de l'axe qui est envoyé. On peut la changer, on peut spécifier une largeur de calcul, changer les unités et s'adapter au système métrique. La seconde phase est celle du catalogue de chaussées, que vous connaissez probablement. On définit une classe de trafic dans laquelle, pour la route, on définit une classe de plateforme et un type de route, c'est-à-dire si on est sur un réseau structurant ou non structurant, la durée de vie associée. Et là, on regarde l'interface pour le catalogue de chaussées 98. Donc vous aurez ensuite à vous connecter à Oris avec les identifiants que vous aurez reçus. Et Oris va vous fournir l'ensemble des solutions de structure de chaussée qui sont disponibles dans ce catalogue avec les différentes épaisseurs de couches et les matériaux. Donc, comme vous le savez, on peut avoir différents types de couches de surface. Donc là, on peut faire varier, sélectionner d'autres types de couches de surface. On peut aussi en sélectionner deux pour pouvoir les comparer, l'impact de ces couches de surface sur les résultats. Donc dans l'exemple, ici, on va choisir 3 structures pour les comparer dans le système. Donc je fais ma sélection en cochant
chacun des designs. J'ai une première phase qui me permet juste de cacher ce que je n'ai pas sélectionné de manière à m'assurer que c'est vraiment les trois que je veux comparer. Et ensuite, eh bien, je lance l'analyse de comparaison. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est on envoie le tracé dans Auris qui géolocalise, qui permet d'analyser les ressources disponibles à proximité du projet, faire les calculs pour les volumes, les coûts, les CO2 et les émissions de matériaux de CO2 associés à chacune de ces structures, et également tous les calculs d'itinéraire et de transport. On renvoie ensuite dans Civil 3D un dashboard de synthèse qui permet pour chacune de ces designs d'avoir une vue sur le coût en bleu et les émissions de carbone en vert, et une comparaison de chacune de ces solutions avec aussi un rang et une comparaison relative des trois designs. On peut bien sûr réitérer, finalement choisir d'autres ou choisir différentes couches de surface et relancer le calcul de manière à vraiment aller chercher la solution qui est la plus pertinente pour notre projet. Donc là, on relance le calcul rapidement et on obtient de nouveau un dashboard avec une nouvelle évaluation qui nous permet de dire j'ai changé ma couche de surface, il y a un petit impact entre les deux, je vais conserver celle qui maximise les deux dans ce cas-là, et le coût et le CO2. Et on peut exporter en PDF mon choix, ma sélection, et le sauvegarder dans le dossier, l'analyse qui a été faite. Ouais. Donc, si on résume pourquoi Auris, donc vous avez bien noté qu'il y avait la notion d'automatisation des processus. Et ça, je vous dirais, c'est un peu l'essence aussi du BIM, c'est de permettre de gagner du temps. Mais là, la marche supplémentaire que vous franchissez, c'est qu'en plus, Auris, avec ses algorithmes, permet, vous l'avez vu en une démonstration de 4 minutes non accélérée, de faire un comparatif vraiment très, très rapide quand je peux vous assurer que pour l'avoir fait pendant un certain nombre d'années, il faut venir chercher, recalculer, revérifier. Ça, c'est des étapes qui existeront de toute façon. Mais on a un dégrossissement du travail initial avec une visualisation des différents scénarios qui est vraiment automatisée. Bien entendu, il y a la notion de réduction des coûts parce que avec l'outil, comme vous travaillez sur la base de données Auris qui référence les zones d'approvisionnement des matériaux, bah vous avez tout de suite un calibrage du coût qu'il va falloir mettre pour telle ou telle structure de chaussée. Vous avez constaté aussi une notion de bilan carbone. Donc, le bilan carbone tant dans l'approvisionnement, la mise en œuvre que la durée de vie de la chaussée. Et là encore, c'est des scénarios qui, grâce à ce sourcing, sont réalisés de manière très, très rapide. Et en fait, derrière, ce qui est le fer de lance de cette démarche, c'est vraiment de travailler à une construction plus durable. C'est-à-dire qu'en ayant plus le temps de se poser en amont sur ce qui peut être fait, les scénarios, excusez-moi, et derrière, on appréhende une manière de construire qui est plus raisonnée, plus raisonnable et surtout plus durable. Donc, Auris se décline sous 3 offres. Vous avez la version bronze qui, elle, va vous permettre donc, de comparer tout de suite les éléments de catalogue de chaussées. Donc, si vous le connaissez, vous savez que vous avez les 3 types de plateformes et les 7 types de trafic du TC2 au TC8 qui sont du coup complètement référencés et que vous pouvez comparer en quelques clics, comme vous l'avez vu tout à l'heure en début de démo. Vous avez la version Silver. Celle-ci, elle vient de manière incrémentale proposer le comparateur de coûts. Donc, c'est les diagrammes bleus que vous voyez en dessous de chaque chaussée. Et la version Green, là encore, vous ajoutez une fonctionnalité qui va être le comparateur carbone, donc qui correspondait au diagramme circulaire vert, de la même manière que vous aviez vu dans la démo.
Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je pense que c'est le moment où on peut passer aux questions, si vous en avez. Soit par chat, soit en ouverture de micro. Renaud et moi sommes là pour y répondre. Comment on installe Auris quand on a déjà Civil 3D? Alors, l'installation est vraiment très intuitive. Vous allez, donc si vous voulez utiliser cet outil, vous allez avoir deux éléments. Un, le log sur une licence qui vous sera attribuée. Donc, vous avez un log avec, c'est votre adresse mail et un mot de passe que vous choisirez. Et le téléchargement d'un installeur qui vient se plugger à Civil 3D, vous lancez un exécutable. Vous voyez ici, ça va venir vous rajouter ce petit bouton Export to Auris après le lancement de l'exécutable. Alors, quel est le temps de formation pour maîtriser l'outil? Bon, là, il y a plusieurs aspects. Soit vous êtes déjà utilisateur Civil 3D. Vous connaissez là, les fondamentaux qu'on a représentés tout à l'heure. Et donc ça, là-dessus, vous êtes autonome. Et en 3 heures, on fait avec vous l'installation, l'explication du produit, la manipulation avec des objets, parce qu'il faudra bien penser à géoréférencer si vous avez des tracés un peu particuliers. Donc, s'assurer que tout soit bien calé et un travail sur, voilà, on fait les différents comparatifs. Et donc ça, en 3 heures, en distanciel, c'est une formation qui peut suffire si vous connaissez déjà Civil 3D. Après, si vous n'êtes pas très familier du logiciel de base, il y a deux options. Soit on rentre sur les éléments vraiment exclusivement nécessaires aux données que Auris a besoin de récupérer. Et ça, on peut le faire sur une journée où il y a 2 tiers de civil et le dernier tiers de Auris. Et puis, par contre, si vous connaissez pas Civil 3D, on peut vous former sur Civil 3D et on prévoira un module Auris spécifique. Renaud, peut-être une question pour toi. Comment le système connaît-il les matériaux disponibles dans telle ou telle carrière avoisinant le chantier? Le système, vous l'avez vu, il y a 3 composantes. Et la composante base de données, c'est bien celle-ci, c'est bien de connaître l'ensemble des matériaux et d'avoir une liste de produits et de matériaux. Donc, c'est le principe d'Auris. Et voilà. Autre question. Alors, la solution civile 3D Auris prend en compte la géolocalisation du chantier, d'accord, mais quelles sont les autres données traitées dans l'algorithme d'intelligence artificielle d'Auris? Alors là, vous avez vu que dans les sélections, dans le panneau au début, vous aviez quand même à référencer le type de trafic. Donc ça, en dimensionnement de chaussée, c'est quelque chose de fondamental. Savoir quel trafic, quel est le nombre de poids lourds. Bon, en France, c'est compté en essieu de 13 tonnes. Donc le trafic est nécessaire pour faire tourner l'algorithme Auris. Il va y avoir des notions de gel. Alors ça, c'est des choses qui sont déjà dans le pipe, qui ne sont pas encore présentées, mais il faut que vous sachiez que Auris est un outil qui est amené à évoluer assez vite en fonction des retours terrain. Donc, il y a les notions de gel toujours pour le dimensionnement. Vous avez vu qu'on pouvait sélectionner si on était sur une voirie à réseau structurant ou non structurant. Ça a un impact sur les durées de dimensionnement et sur les trafics à supporter. Renaud, est-ce que tu veux ajouter des choses là-dessus? Oui, donc on utilise la géolocalisation permet de définir les points d'accès au chantier qui seront aussi utilisés dans le calcul de logistique d'approvisionnement. On utilise les dimensions globales, longueur, largeur,
Et puis ensuite, en fonction des épaisseurs et des structures de chaussée que vous choisissez, vous pourrez bien sûr utiliser ces dimensions-là, les épaisseurs et la nature des matériaux. Alors, la base de données du module contient donc la localisation des carrières, centrales d'enrobés et autres sites d'approvisionnement à proximité du site. J'ai raté le début de la question. Ah, la base de données du module contient donc la localisation des carrières, centrales d'enrobés et autres sites d'approvisionnement à proximité du site du projet. Voilà, exactement. En fait, la base de données contient plus que ça, mais ce qui est utilisé, c'est ce qui est à proximité du projet, effectivement. Pour certaines structures de chaussée, la proximité peut être un peu loin. C'est justement ça qu'on veut aussi démontrer, c'est qu'il y a certaines structures de chaussée qui vont demander à des matériaux de voyager beaucoup et qui donc seront moins pertinentes. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que donc, notre métier, c'est vraiment d'apporter la connaissance des matériaux en général. Je veux juste enlever si la question se pose, et on me l'a posé en parler, on ne parle pas des sites Lafarge-Holcim ici, hein. On parle vraiment des sites de production des matériaux et c'est totalement neutre et agnostique. Ce qu'on veut, c'est vraiment trouver la meilleure solution pour le projet. Il y a une question sur la partie GTR, donc guide des terrassements routiers. Alors oui, c'est pareil, dans la démo, vous avez vu à un moment qu'on sélectionnait le type de plateforme. Si vous êtes sur une PF2 ou une PF2QS ou une PF3, effectivement, le choix de la plateforme en dessous, c'est lui qui va aussi déterminer le type de structure de chaussée que vous pouvez mettre. C'est-à-dire que plus votre base terrassement est solide et portante en termes de qualifiée en mégapascal, plus les matériaux en noir, enfin, ou d'ailleurs en béton, c'est possible aussi, que vous voulez mettre au-dessus, vont avoir des épaisseurs qui vont varier. Donc oui, la classe de plateforme est prise en compte. Alors, Oris intègre-t-il des catalogues de chaussées aux normes routières autres que français? Eh bien, on y travaille. Oui, c'est ça exactement. L'objectif, c'est de pouvoir faire ça dans d'autres pays. Donc à ce jour, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est le catalogue de chaussées français. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous s'il y a des régions particulières et des pays voilà, sur lesquels vous seriez intéressés. Voilà, on peut échanger à ce sujet. Nous, on est déjà en train de travailler sur un certain nombre de pays, mais c'est vrai que les retours que vous pourriez nous faire peuvent orienter la roadmap si on sent un intérêt sur une région spécifique. Et après, quid de la localisation de production de matériaux dans d'autres pays? C'est un peu la même réponse dans le sens où on a aussi ces bases dans d'autres pays. Et là encore, je pense qu'il faut, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et qu'on voit ce qui est applicable et prêt à déployer. Nous avons vu que Civil 3D permettait de localiser le site, de connaître la longueur de l'ouvrage. Il m'a semblé qu'il fallait renseigner la largeur de la chaussée. Alors, en fait, il y a deux choses. Soit dans le dessin, la largeur de chaussée est déjà spécifiée et le connecteur récupère cette information. Pour autant, vous pouvez avoir une largeur de chaussée, je vous en prie, Omar. Enfin, on vous en prie, Omar. Soit la largeur de chaussée, elle est définie par rapport au dessin que vous auriez pu générer et elle est récupérée. Mais il n'empêche que on voulait garder la possibilité pour l'utilisateur de revenir sur cette longueur. C'est-à-dire qu'à un moment, vous aviez une longueur, je crois que c'était 1680 mètres sur une 1680 avec un nombre de chiffres après la virgule sur la longueur. Et Renault, il est venu arrondir en fait cette longueur en se disant à quelques mètres près, je veux pouvoir garder la main de réajuster cet élément-là de longueur ou de largeur.
Alors, le coût des options, moi, je suis intervenue sur l'aspect technique, et je vous invite à nous recontacter. Voilà, donc je vous laisse noter ces adresses pour nous contacter sur le sujet et on l'adressera. Question, est-ce que l'impact hiver-été est pris en compte? Je vais juste faire d'abord une réponse d'ingé chaussée. Selon où vous êtes dans le monde, c'est évident que, mais là c'est sur de la formulation d'enrobé notamment, enfin béton, hein, toujours, vous pouvez être en chaussée souple ou rigide, vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes. C'est-à-dire que travailler au Canada, où vous savez que vous avez des amplitudes de température assez extrêmes, bah, vous allez travailler une formulation d'enrobé en conséquence. Par contre, travailler en Jamaïque, où bah, l'enrobé, ça reste un matériau assez fluide et souple, bah, de la même manière, vous n'allez pas pouvoir avoir la même consistance en bitume à l'intérieur. Alors après, sur est-ce que ça c'est pris en compte, faut bien quand même voir que Auris c'est du multiscénarii et pour le moment en tout cas de la recherche très amont. Après, les travaux de formulation et de laboratoire ne sont pas, enfin, ils doivent continuer à opérer leur expertise. Hein. Juste en complément, pour compléter la question, si c'était aussi sur les sujets analyse de cycle de vie et analyse de cycle de vie environnementale, on prend effectivement en considération le climat, hein, les données climatiques et températures propres au site sont prises en compte dans l'évolution notamment de la rigidité de la chaussée et l'impact, par exemple, que ça pourrait avoir sur la consommation des véhicules ou l'endommagement, enfin, les modifications des propriétés des couches de surface, par exemple, entre autres. Hein. Mais cette notion-là est bien intégrée. Entendu. Ça s'est calmé dans le fil de discussion, de questions. Encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, soit via le site web avec la page contact, soit directement sur cette adresse, voire au téléphone. Renaud, un petit mot de la fin? Non, merci à tous pour votre attention et puis au plaisir de vous présenter plus en détail tout ça. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.